Une question particulière? Après, j'ai rien de particulier à dire à part. Quoi Justement, après lecture de la biographie, on sait bien qu'il y a une liste énorme de pays que tu as visités. Traversée. Donc, Pas visité. non, mais dans le sens figuré. Du coup, comment ça se fait justement que tu as fait un peu le tour du monde à cause de la situation que tu as vécue? Et qu'est-ce qui t'a ramené aujourd'hui à choisir du coup la France pour faire des études et pour y vivre quoi? Comment ça s'est passé pour que tu sois aujourd'hui ici? D'accord, merci d'abord pour l'invitation. Hein. Je descends de Paris, donc voilà. Merci pour m'avoir invité. Merci à vous pour être là. Je vois aussi quelques amis. D'ailleurs, il fait chaud, peut-être un peu boire, c'est important. Voilà. Ensuite, effectivement, je suis un Afghan, un exilé afghan plutôt. Je suis arrivé en Europe en 2015. Voilà, fameuse crise migratoire. Hein. Je ne sais pas comment vous l'écrivez. 2015, voilà, en arrivant, en passant par ces 12 pays. Hein, bon, je vais les nommer parce que comme ça on se situe, on fait en route, voilà, ensemble. L'Afghanistan, une partie du Pakistan, l'Iran. Donc tout ça, c'est pas vraiment un voyage organisé, ni voilà, on n'a pas d'office de tourisme, rien du tout. Ça se passe le plupart à pied, hein, les frontières le plus dur de monde, je crois, parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup de lois. Il n'y a pas beaucoup de. Voilà, c'est vraiment des zones un peu sauvages, si vous voulez, des desserts et tout ça. Le Pakistan, l'Iran, et aussi, il se passe. Bon, là, l'objectif n'est pas pour vous vendre, mais j'aimerais bien qu'on fait un cercle comme ça, vous allez voir. Ouais. J'ai écrit un peu. Oui, oui, ouais, tout le monde peut le voir, regardez. D'ailleurs, dans plusieurs langues. Voilà, en Iran, une partie aussi, ça se passe aussi dans le coffre de voiture. Hein. Personnellement, j'étais dans un coffre de voiture avec 4 autres personnes, on était 5, pour traverser la frontière pour arriver en Iran. Ça se passe comme ça. Ou dans les containers aussi. Donc ça, on parle vraiment il y a à peu près presque 10 ans. Aussi une partie en Zodiac. Hein. J'ai traversé avec 45 autres migrants dans un Zodiac d'Izmir à Lesbos. Voilà. Et tout ça. Et puis ensuite, bon, à l'époque, c'est plus maintenant le cas, à l'époque, il y avait un petit moment, les frontières ouvertes, hein, en 2015. Voilà. Oui. Madame Merkel qui disait nous arrivons, voilà, via Schaffendas. Hein. C'était une politique plutôt ouverture envers les Syriens, oui. Mais c'était aussi une opportunité pour les autres pays en guerre, notamment l'Afghanistan, hein, parce que l'OTAN a commencé déjà en 2014 de partir de l'Afghanistan. Et les Français étaient d'ailleurs le premier quand ils étaient partis sous le mandat de Sarkozy. Voilà, donc en arrivant, bon, en traversant, donc, on est Pakistan, Iran, Turquie, Izmir, Lesbos, on est en Grèce, et puis Macédoine du Nord, Bulgarie, la Serbie, et puis le Bosnie, la Slovaquie, la Croatie, et tous ces pays. Bon, en arrivant, c'était en novembre 2015 où je suis arrivé en Autriche. Là, bon, après 3 mois de périple, on était vraiment au bout de souffle et on ne pouvait plus continuer. En plus, c'était l'hiver presque. Donc, j'ai décidé de demander asile en Autriche en 2015. J'ai demandé asile et puis j'étais à Salzbourg, ville frontalière avec l'Allemagne. On nous a transférés à Vienne, dans un camp de réfugiés. À l'époque, j'avais 18 ans. Voilà. Donc, il y a 10 ans. Et là, aujourd'hui on est quoi, le 22, demain j'ai mon anniversaire, je vais avoir 29. Donc il se passait beaucoup des années. Et j'ai traversé beaucoup de choses. Voilà, en Autriche, j'ai demandé asile. Bon, j'ai commencé comme
classique, apprendre la langue. Je suis allé dans une école obligatoire, c'est un peu mis à niveau, voilà, l'école obligatoire, Pflichtschulabschluss en allemand. Et après, bon, j'ai appris assez rapide l'allemand, hein, l'allemand. Et ensuite, ma demande d'asile a duré 4 ans dans ce pays. L'examen de ma demande d'asile, ça a duré 4 ans. À l'époque, à partir de 2016-17, il y avait l'extrême droite qui ont gagné l'élection en Autriche, le FPO. C'est équivalence RNC. Voilà. Au AFD en Allemagne. Et donc, ils ont durci véritablement la loi immigration, ils ont durci la vie pour tous les migrants, notamment pointé sur les Afghans. La vie était vraiment dure. Et c'était, vous avez parlé, le classement des migrants, il y avait vraiment un sort, j'ai écrit dans mon deuxième livre un chapitre qui s'appelle le loterie. Il y avait un système de cotage, un pourcentage donné par l'État aux juges. Voilà, nous, on veut, par exemple, 5% des Afghans, pas importe leur histoire, 5% si c'est fait, les restes ne nous intéressent pas. Et en 2016, tout ça, ce que je dis, il est dans le texte scientifique aussi, vous pouvez vérifier. En 2016, quelques pays européens, pas la France, quelques pays européens, notamment l'Autriche, l'Allemagne, Danemark, le Suède, ont signé un accord d'expulsion massif, de masse. Expulsion de masse envers l'Afghanistan, en contrepartie de l'argent. C'est-à-dire l'Union européenne, comme le pays en Libye, comme le pays en Turquie, ont payé pour chaque migrant, je ne sais pas combien de milliers d'euros, parce que l'ancien gouvernement républicain afghan accepte les demandeurs d'asile débutés et les autres. Donc, et ça, comme j'ai fait une licence en sociologie ici, et là actuellement je fais mon master en géopolitique, j'ai choisi comme sujet de recherche justement la diaspora afghane en Allemagne. Je travaille sur ces sujets, je suis allé le mois de février à Berlin pour justement, sur le terrain de recherche, j'ai enquêté une trentaine de personnes, notamment les politiciens du Parti socialiste, Vert, aussi la classique CDU. Mes arguments sont que cet accord d'expulsion en 2016 a quand même causé une marginalisation de la diaspora afghane parmi les autres migrants. C'est-à-dire, même en Allemagne, en France, ce n'était pas le cas parce que vous n'aviez pas beaucoup des Afghans à l'époque. Même pas, si on fait une comparaison avec l'Autriche, l'Allemagne, non, vous n'avez pas beaucoup de migrants par rapport au. Donc, et ça, finalement, les diasporas afghans, ça sont organisés à partir de 2016. Il y avait des manifestations partout dans les grandes villes européennes, notamment à Vienne, à Stockholm, à Berlin, à Copenhague, un peu partout, pour manifester, pour dire que voilà, dans un état de droit, normalement, il ne doit pas y avoir des citoyens de seconde classe. Parce que, voilà, c'est une de mes hypothèses, des citoyens de deuxième classe. C'est-à-dire, il y avait ce sentiment parmi les Afghans, parce que, si vous voulez, il y avait, moi je parle d'allemand parce que je connais mieux, l'été 2015 et 2016, les citoyens allemands, avec l'accord de Mme Merkel, ont organisé un été d'intégration. Été d'intégration des migrants venant de Syrie. Et donc, les Afghans ont été dès le départ exclus de cet été de migration en Allemagne. Dès le départ. La raison par laquelle c'était, je cite, les Afghans ont peu de chances, de probabilité de rester. C'était ça la cause. Que les Syriens ont plus de chances, de probabilité de rester dans le pays, mais les Afghans n'ont pas de chance. Donc ça a duré de 2016 jusqu'à 2021. Et donc, dans ces 3-4 années, des milliers des Afghans ont été expulsés, forcés, de masse. Il y avait des grands avions charter qui ont expulsé direct depuis Berlin, Francfort, Vienne, direct à Kaboul. Des familles, même des mineurs, ont été vraiment pris sur le place de travail, dans l'intégration. Ils étaient dans une formation de cuisinier, gastronomie, etc. Donc, c'est pour vous dire que
En Allemagne, voilà, il y avait cette marginalisation des Afghans, il y avait ce problème de cotage, de catégorisation des migrants. Ma demande d'asile a été rejetée après 4 ans en Autriche. Et pourtant, je viens d'une minorité qui s'appelle les Hazaras. Les Hazaras sont chiites musulmans. En Afghanistan, ils sont minoritaires, 15-20%. Et donc, si vous un peu connaissez l'histoire de l'Afghanistan, ça sont une ethnie particulièrement persécutée par une hégémonie pashtun, hein, par une hégémonie qui dure des siècles, une dynastie qui a plusieurs formes, à la fois démocratie, communisme, émirat maintenant, et les talibans, ou les autres formes. Mais le slogan ne change pas. C'est une hégémonie pashtun sur les autres ethnies, quoi qu'on soit. Si on est d'accord ou pas d'accord, ça ne change pas grand-chose. Donc voilà, et après, pour être honnête avec vous, hein, comme je n'avais pas d'autre choix, hein, le titre de mon premier livre, et donc le seul choix pour moi c'était de quitter ce pays avant d'être expulsé en Autriche. Donc je connaissais un jeune étudiant en Erasmus à Vienne, qui s'appelle Thomas, un Français, et lui il était aussi un bénévole à la Croix-Rouge, et moi j'étais aussi. Et donc un jour je lui dis, écoute, si je ne quitte pas, il est très possible, demain, après-demain, les policiers viennent me chercher, ils me notent direct à l'aéroport et puis à Kaboul. Et ça, c'était pas la solution. Donc j'ai décidé de quitter encore illégalement, sans visa, sans rien. J'ai pris un peu de risque hein, dans un train, en traversant l'Allemagne, et puis je suis arrivé à Strasbourg. Là, je parle de 2019 maintenant. Donc en France, je suis depuis 2019. Plus exact, le mois de juin. Après, à Strasbourg, on ne peut pas faire grand-chose, donc aller à Paris hein, pour demander asile. C'est à Paris que j'ai demandé ma demande d'asile, à Nanterre d'ailleurs. Et puis à Nanterre, m'ont renvoyé vers le sud, ici. J'ai été à Avignon. Et puis, oui, là il y a aussi un cadre qui s'appelle CAO, Centre Accueil, Urgence, Centre Accueil des migrants, Orientation je crois. C'est le 115 en fait, c'est le voilà. numéro d'urgence qui gère les personnes sans abri. Oui. C'est plutôt un cadre de l'État. Oui. C'est un cadre de l'État. Donc j'ai été là pendant 2 mois. Et vous savez, là, on rentre dans un cadre un peu juridique. Il y a, si on est dans un pays, premier pays européen, on donne nos empreintes. Et donc j'ai été placé sur le procédure Dublin, le Dublin 3. C'est une procédure, je ne sais pas si vous connaissez le public, mais ça vaut le coup d'aller le chercher parce que c'est une procédure assez compliquée. Donc j'étais dans cette procédure Dublin, le fameux Dublin. Et donc dès que tu rentres dans la procédure Dublin, il y a 2 catégories. Les procédures normales sont un peu plus bien traitées, un peu mieux traitées que les procédures Dublin. Le Dublin, c'est vraiment des gens qui sont mis un peu à la part. Parce que, oui, c'est les règles européennes. Hein. Donc, pour moi, c'était le cas. On m'a dit, bah, monsieur, vous avez vos empreintes en Autriche, le premier pays européen est responsable de votre dossier. Vous devez retourner. Et donc, voilà, j'avais un accès à avocat juridictionnel. On a fait un appel contre ça. Tout ça grâce à ces associations aussi, bien sûr. Donc, et puis, 6 mois, j'étais ici à Germanos, pas loin d'ici, hein, à Germanos, dans un centre qui s'appelle Prada. C'est un raccourci de... Aide demandeur d'asile, oui. Programme. Voilà, programme de demande d'asile, mais demande d'asile dans procédure Dublin. Encore une fois, ça c'est la particularité. C'est une centre, si vous voulez, c'est un ancien Formule 1. Un ancien Formule 1, un hôtel abandonné. Voilà. Et c'est des chambres vraiment de 6 mètres carrés, je crois. Un lit de 2 étages, salle de bain commune, cuisine et tout ça. Assez sale, hein. Je vous dis, c'est vraiment indigne là-bas, la situation. Hein. Il y avait 3 assistants sociaux dans ce centre pour 90 millions. 90. 3 assistants sociaux. Pour justement avoir un rendez-vous, il faut passer patienter au moins 3 semaines, 4 semaines. Et donc, quand il y avait un délai, bah, tant pis, hein, il ne pouvait rien faire. En plus, les pauvres assistants sociaux, donc chaque assistant social traitait 30 personnes, dossier de 30 personnes. Imaginez. Donc, ça dure.
ça dure, l'administration française. Voilà. Et bon, là, je ne suis pas pour me victimiser. Non, je ne suis pas victime, je me sens sorti très bien, même très bien. Donc, mais ce que je veux vous expliquer concrètement comment ça se passe, les personnes qui sont placées sur le procédure Dublin devaient se signaler chaque semaine, une fois par semaine, pour moi c'était tous les mardis, à la gendarmerie. Signer un papier comme quoi je suis présent sur le territoire, je ne suis pas en fuite et je suis sur votre contrôle. À tout moment, vous pouvez m'arrêter. Si tu refuses de signer cette signe chaque semaine, bah, tu n'as plus de logement, tu n'as pas d'allocation de base, c'est-à-dire de l'argent d'office. Donc, moi j'ai signé pendant 6 mois. La toute dernière semaine, j'ai été à Oban, ici d'ailleurs, c'est pas loin, j'ai été arrêté par les gendarmes. On m'a dit, bah, ça y est, l'Autriche a accepté votre retour et vous devez absolument quitter. Vous n'avez plus de chance, rien de tout. On m'a forcé de signer un feuille dans la gendarmerie, 6 gendarmes costauds accompagnés, je me sentais quand même importante, 6 gendarmes à côté de toi, costauds. Voilà. Donc, les gendarmes m'ont forcé, voilà, je dis le mot forcé. Donc, on m'a pris, j'avais un récépissé de demandeur d'asile en procédure de Dublin, on m'a pris ça, on m'a dit, vous n'avez plus le droit de circuler avec cette attestation, donc vous êtes maintenant sans papier. C'est l'État qui m'ont fait sans papier. Vous voyez? C'est toujours comme ça. Donc, je savais tout ça dans ma tête, et il y a des gens qui sont passés devant moi, donc j'ai résisté, j'ai dit non, je ne signe pas. Vous me ramenez où vous voulez, mais moi je ne signe pas sur cette papier. Donc, on m'a ramené à Marseille encore, menotté de dos, dans une voiture grand terroriste, voilà, un grand méchant. Vraiment 6 policiers encore, à droite, à gauche, derrière, devant, tout le monde bien armé. Donc, on m'a ramené à Canet, au centre de rétention, où j'ai passé 5 nuits. Là, je reparle de début 2020. Donc après 6 mois en France. Je savais me débrouiller un peu en français, mais sinon je ne parlais pas très bien français à l'époque. Donc j'étais à Canet et la première nuit, rien du tout, dans une cellule avec beaucoup de monde, assez violent. Vous savez, quelqu'un qui a fait un parcours universitaire, qui vient d'un milieu plus calme et qui rentre d'un seul coup menotté dans une cellule, imaginez la rupture, la violence psychologique qui s'appelle. Bon, si moi, heureusement, j'avais un certain âge, une certaine maturité, j'ai quand même pu vivre ce moment intense, mais imaginez ça s'il y a un mineur qui passe par là, s'il y a quelqu'un de 18 ans qui passe par là, qu'est-ce qu'il peut devenir? Vous voyez? Donc, 5 nuits, 12e nuit, les 6 gendarmes, les fameux 6 gendarmes, m'ont ramené en voiture dans la nuit, vers 1h du matin, à l'aéroport de Marignane. Voilà. Et là, encore menotté, les gendarmes, il y a un nom très particulier pour ça. Ils ne l'amènent pas dans une grande salle, non, souterrain, dans un souterrain au noir. Et puis les gendarmes, tout vraiment bien encadré là. Monsieur, ça y est, c'est terminé. Voilà votre billet. Vous devez signer et vous retournez. Ne vous faites pas beaucoup de travail. Donc moi je savais la procédure, tout ça. Moi je dis non, je ne signe pas encore. Faites ce que vous voulez, mais je ne signe pas. Parce que pour moi, la signature de ces papiers, ça veut dire direct en Afghanistan. Et l'Afghanistan, pour moi, c'est l'équivalent de mort. J'ai été menacé, j'ai eu la lettre de menace, et je ne veux pas retourner. Faites-moi, si je veux mourir, c'est ici. C'est mieux ici que se faire tuer par des bêtes, des terroristes talibans. Ouais. Ok, ils ont insisté de plusieurs façons pour me faire un peu pression, mais je savais tout ça. On m'a dit, ok, si vous ne signez pas, on vous garde ce terrain dans une chambre. Et donc, de 1h du matin jusqu'à 1h de minuit jusqu'à 11h du matin, j'étais dans un souterrain au noir, dans une salle froide. Là, je vous parle du mois de janvier 2020. Dans ces souterrains, on m'a gardé sous la pression psychologique que j'abandonne, que j'accepte, et je dis, vous n'êtes pas face à quelqu'un qui accepte tout ça, non. Donc, 11h du matin, j'ai frappé les portes à
la fin, vous voyez, si vous n'avez pas à manger, pas de couverture dans ces chambres, il n'y a rien, il n'y a pas de matelas, il n'y a rien du tout. Donc j'ai dit, et alors 11h du matin, les policiers m'ont retourné encore au Canet, au centre. Il y a un juge qui s'appelle le juge de liberté dans ces centres. Donc j'ai passé devant ce juge, l'interview, la convocation, ça n'a même pas passé, ça a duré même pas 5 minutes. 5 minutes. Après, le juge m'a dit tout de suite, monsieur, comme vous avez refusé votre retour, donc vous perdez votre logement, votre allocation de base LOFI, et vous allez rester dans ce centre pendant 3 mois. 3 mois, 90 jours dans ce centre de rétention. Après, je vais toujours un accès à mon avocat et juridictionnel à Marseille, M. Amirali, c'était un bon avocat. Donc il était présent aussi dans l'audience. Il me dit, ok, tu signes, mais c'est pas fini. Et donc, après, on a fait un appel ici à Aix-en-Provence, là, au palais de justice, là. Et j'ai passé ici, je me souviens, c'était un jour très ensoleillé, encore menotté de dos, une grande voiture qui est rentrée dans le palais, là. Je me souviens de l'image. Toujours quand je passe, je dis coucou. Et donc, j'ai passé ici, et puis il y avait un autre procès, cour d'appel. Et là, le juge était un peu plus sérieux, un peu plus à l'écoute. L'autre, ça ne durait même pas 5 minutes. Ok, monsieur, ok, vous restez 3 mois. Pas du tout, pas d'autre chose. Il ne m'a pas laissé de m'exprimer. Il ne voulait pas entendre, parce qu'il y avait quelqu'un, un représentant de la préfecture juste à côté, qui disait, ce monsieur, ça y est, son dossier il est clos, il est tac. Pour eux, vous voyez, la vie individuelle, c'est un quotage, c'est un pourcentage. Donc, cour d'appel, cette juge, une dame qui a quand même écouté attentivement, j'expliquais quand même avec mon français un peu, voilà, pas encore construit, ni instruit, mais j'ai fait comprendre qu'on m'a forcé, on m'a pris mon attestation, mon récépissé, et donc je ne suis pas sans papier sur votre territoire, et donc j'ai été un peu malin, j'ai gardé quand même copie de cette récépissé. Moi j'ai été arrêté fin janvier 2020, le récépissé était valable au moins jusqu'en avril 2020. Donc j'étais pas sans papier, j'étais légal sur le territoire. Je montrais la copie de récépissé, j'ai dit monsieur, voilà, madame, je ne suis pas illégal sur votre territoire, juste on m'a pris, forcé mon récépissé, c'est tout. Et donc, j'ai aussi respecté la signature de chaque semaine, j'étais présent sur votre territoire, j'étais pas en fuite. J'ai été présent, bien présent à Germanos, dans ce centre, et vous voyez toutes les signatures que vous avez. Donc, après, le juge il se retourné vers cette dame qui représentait la préfecture et dit qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il a un récépissé valable et vous avez le menotté arrêté sous le prétexte qu'il a son papier. Il n'a pas le droit de circuler sur le territoire français. Donc, après, le juge me dit ok, vous retournez avec ces policiers à Marseille et j'annonce la décision dans 1 heure. C'est efficace, dans 1 heure. C'était une vendredi. Dans 1 heure, j'arrive au Canet à Marseille et voilà, on annonce monsieur Chafaï, vous êtes libre. Ok, j'étais libre. Mais mon périple a commencé à partir de là. J'étais libre, mais libre quoi? Dans le rue. Dans le rue, sans argent, sans rien, sans connaissance. À Marseille, je ne connaissais pas grand monde, même pas du tout. La seule personne que je connaissais à l'époque, c'était ma marraine, Mireille, qui vient d'Avignon. Et on se rencontrait à la Croix-Rouge, justement. Elle est bénévole engagée à la Croix-Rouge, et moi, un jour, on se croisait parce que j'étais aussi bénévole pendant longtemps avec la Croix-Rouge en Autriche. Et je voulais faire une équivalence de ma formation avec la Croix-Rouge. Voilà. Et quand je suis retourné encore au Prada de Germanos, la directrice, Madame Tapin, elle m'a dit vous n'avez plus le droit de rentrer dans cette structure parce que vous avez refusé tout et c'est pas possible. Donc j'étais dans le rue. Là, je vous parle du début février 2020. J'ai été dans la rue et donc j'ai fait appel aux bons citoyens. J'ai fait appel à des gens que m'ont enseigné la langue française, les bénévoles là-bas, parce que là-bas, il n'y a pas une structure d'État qui fait ça, c'est le citoyen.
vous avez justement parlé de CIMA, de collectif, la Montgolfière, le secours catholique, le secours populaire, tout ça. Donc j'ai fait appel et sans connaissance, il y a une famille qui m'a écrit un message comme quoi, monsieur, on sait votre situation, on sait, on nous a dit, on a une proposition de logement pendant 1 mois et vous allez venir chez nous, voilà. C'est tout. Vous voyez? Donc à la fois l'hostilité d'État qui aide à la criminalisation, qui aide à vraiment à quelqu'un de se criminaliser. Parce que vous voyez, quelqu'un d'affamé, quelqu'un de sans papier, quelqu'un sans connaissance, sans parler la langue, qu'est-ce que vous voulez qu'il devienne? Qu'est-ce que vous voulez qu'il devienne? S'il ne vole pas, comment vous voulez que quelqu'un dans le cœur de l'Europe, dans un état de droit, meure à Saint-Charles de faim? Si vous voulez ça, bah, c'est une question de morale. Il faut oublier tout ce que vous avez comme valeur. Vous voyez? Donc, cette directrice m'a refusé et puis j'ai fait appel à la citoyenne. J'ai été hébergé, heureusement, pendant. Vous savez, c'est exactement l'époque de Covid. En plus, le confinement. Donc, j'ai été hébergé pendant 4 mois dans cette famille. Et puis, par cette famille, par des bénévoles encore, j'ai retrouvé une autre famille. C'était encore généreuse, mais j'ai trouvé une autre famille à Martigues. À Martigues, voilà, dans une petite maison provençale. Ensuite, j'ai été pendant 6 mois et j'ai été aussi hébergé à Marseille. Hein, et puis, j'ai été hébergé ici, à Aix-en-Provence, pendant 1 an dans sa famille, centre-ville. Vous voyez, c'est ça. Moi, je connais la France, pas à travers l'État, moi je connais la France à travers ses citoyens. Ces citoyens avec des valeurs, ces citoyens qui prennent vraiment ses responsabilités. Et ça je le vois à la fois très positif, très bien. On fait notre devoir d'humanité. Je pense que ça doit être quelque chose de normal d'aider quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un privilège. Ça doit être normal d'aider d'autres. Comme vous avez parlé de Valérie Royan, monsieur secret heureux, il a été jugé pour ça. Ça doit être normal d'aider d'autres avant de lui demander quel passeport tu as, quelle couleur de passeport tu as, quelle nationalité tu as. Ça doit être normal dans un état de droit. Dans un état de fondateur de l'Europe qui a 6 valeurs fondamentales, c'est la dignité humaine, c'est l'égalité, et les 3 mots que vous écrivez sur le mérite. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Si c'est juste pour l'Hexagone, ok. Si c'est pour le monde entier, après, voilà. Vous voyez, moi, je ne veux pas être. Encore une fois, je ne suis pas dans l'haine, ni dans le revanche, ni dans le. Tout ça s'est passé. Mais juste pour dire que si les citoyens aident, ça ne doit pas faire oublier la responsabilité d'État, qui est là, qui est une institution légale pour faire toutes ces démarches. Ce n'est pas aux citoyens. C'est très bien que les citoyens fassent ça. Mais il ne faut pas que l'État se dise, bah écoute, les gens font et nous, on est à part. Vous voyez? Mon procédure de Dublin, le fameux Dublin, a duré 18 mois. Donc pendant 18 mois, je n'avais aucun accès. Aucun accès. Ni à l'occasion de base, c'est-à-dire un argent qui est 250 pour les gens hébergés et sans hébergement à peu près 400, je crois, 360 € à peu près mensuel. Je n'avais pas le droit à ça. J'ai vécu cependant 18 mois avec la solidarité des associations comme la Secours catholique, le CIMAT administrativement, Secours populaire et plusieurs autres. Resto des cœurs, j'ai mangé là-bas. Et bien sûr les familles d'accueil. Et puis cependant, je n'ai pas perdu le temps, j'ai appris votre langue, heureusement. Donc ça m'a beaucoup aidé et je me suis inscrit même, heureusement à Marseille, quand on insiste, il y a des solidarités. Je suis arrivé à m'inscrire à la faculté d'Aix-Marseille, à Saint-Charles, pourtant sans carte d'identité. Mais j'ai fait appel à des citoyens, à des réseaux, il y en a des réseaux, hein, certainement vous connaissez. Et retenez ces noms-là, vous pouvez les rechercher sur Internet, RUSF. Voilà. Oui. Donc, il y en a plusieurs d'autres. Vous voyez? La solidarité islamique. Voilà, je n'ai pas perdu le temps. Après 18 mois, j'ai été reconnu comme réfugié politique en 2021. Et donc, j'ai fait mon parcours. J'ai fait une licence dans cette magnifique université, hein, une licence de sociologie, réussi. Quelques jours, j'ai aussi récupéré mon diplôme.
Et actuellement, je suis à Paris pour faire un master en géopolitique. Mais cette histoire, mon parcours, mais qui représente beaucoup d'autres parcours, hein, quand même remarqué. Et puis, je m'engage dans cette démarche maintenant. Et je travaille sur la diaspora afghane comme thèse. Hein. Et puis ensuite, voyons la suite. Mais c'est pour vous dire que j'ai aussi un message à passer ici, c'est que je salue le courage des citoyens de la société civile française qui est quand même resté humain, une partie. C'est pas un privilège, je ne vous donne pas des médailles, vous êtes resté humain. Et c'est la responsabilité de chaque être humain d'aider un autre humain sans le demander son passeport, sans demander d'où il vient. Parce que aucun être humain n'est illégal sur cette terre qui appartient à tout le monde. Ce message, c'est un message humaniste, c'est vraiment ma conviction pour laquelle peut-être un jour je m'engage politiquement dans la vie politique, ou peut-être dans la vie associative ou littéraire. C'est pour ça que j'ai écrit ces deux bouquins pour transmettre à la fois mon témoignage, qui représente beaucoup de témoignages, mais aussi donner ce message que il ne faut pas toujours être dans le, comme vous avez écrit, la migration est presque devenue un mot très négatif. Non, on peut faire vraiment la plus belle société mixte de tout ça, si le discours politique s'adapte, si on devient un peu plus intelligent. Sinon, il y a un danger d'avoir une société, si vous voulez, communautariste dans quelques temps et dans quelques années, et ça c'est un danger pour tout le monde. Pour éviter ce danger, c'est maintenant qu'il faut agir, avec les migrants, avec les exilés. Vous savez, on a quitté la guerre. Vous allez voir, on a quitté la guerre, on a quitté la misère, on a quitté la famine. On n'est pas là pour refaire notre guerre, on est là juste pour que vivre en paix et pouvoir se construire, quel que soit notre objectif. Moi, j'ai fait un parcours universitaire et l'autre fait un travail manuel. Là, il y a mon petit cousin qui fait actuellement une formation en CAP. Tout le monde sait faire quelque chose. En ce qui concerne l'Afghanistan, moi je sais que les Afghans sont attachants et de vrais travailleurs, si on le laisse vraiment s'intégrer. Donc voilà le message que je voulais passer, et voilà l'histoire de traverser ces 12 pays. Donc, je connais particulièrement l'Autriche, la politique migratoire autrichienne, et l'Allemagne aussi, bien sûr. Parfois, on a l'impression que les enjeux géopolitiques contemporains de ce jour-là qu'on vit actuellement, il y a beaucoup de choses qui nous surpassent, on oublie nos responsabilités. C'est-à-dire, on prend tout ce qui est à la mode, tout ce qui est médiatique, mais on oublie les fondamentaux, parce que la Convention de Genève, n'oublie pas ça, ils étaient signés par la majorité des pays membres de l'ONU. Donc c'est un engagement. C'est un engagement, c'est pas quelque chose, c'est pas un cadeau. C'est un engagement, une valeur humanitaire de base, et pour ça il ne faut pas saluer quelqu'un qui a fait son engagement, et juste respecter. Donc c'est ça que je voulais passer le message, et un salut, encore une fois, à la citoyens français qui continuent ces combats, comme vous les associations. Hein. Mais encore, ne vous laissez pas intimider par l'actualité politique. Vous voyez loin, ne regardez pas devant votre pied, parce que vous allez avoir des misères si vous voyez devant vos pieds. Vous souvenez-vous de l'année dernière, mois de juillet, ici en France, tout ce qui s'est passé? Si on ne s'engage pas maintenant, et plus tard, on va y avoir des problèmes. Des sociétés paralysées, des sociétés où chacun fait leur vie commune et on ne peut pas rentrer dans un autre quartier, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Je suis un convaincu, je me sens citoyen de ce pays maintenant. Je prends responsabilité en ce qui concerne moi et mes entourages, mais il faut qu'on fasse tous ensemble. Et rien n'est battu, rien n'est fini. On peut tout refaire, on peut renverser la table. Et ça, je suis sûr, convaincu. C'est ma conviction vraiment très forte. Et je travaille là-dessus. Voilà.
Désolé, c'est excellent.